2003, c'est entre 20 et 50 ans. C'est déjà pas mal. Hein. Et on a pu voir, 2003, bien entendu, on était avant. Mais ça permet déjà de voir comment les engins. 2008, on était dans le PCA, mais par contre, effectivement, c'était moins. C'était lors d'une dizaine d'années, entre 10 et 20 ans. On n'a pas mis en place. 2008, c'était pas nécessaire. On n'avait que le Génois qui était sous l'eau. Hein. Donc, il y a eu quelques évacuations par hélicoptère. Il n'y a pas eu d'évacuation donc généralisée. Donc, on n'a pas été amené à déclencher. Enfin, le préfet lui-même n'a pas été amené à déclencher un quelconque plan d'évacuation généralisé. Et nous-mêmes, donc, on ne peut pas dire qu'on a mis en place notre plan. Par contre, on est rodé en matière de déroulé d'action de crise. C'est-à-dire que la cellule de crise, et en particulier aujourd'hui, mon collègue n'est pas là, mais entre-temps, en 2010, donc on s'est renforcé d'un spécialiste de la gestion de crise, puisqu'il était auparavant M. Roch, au SGDSN, donc organisation de crise par excellence, puisqu'il gère les crises au niveau national. Et donc depuis, on s'est encore plus enrichi en matière de commandement et de gestion des messages. Donc, venant du SGDSN, il a eu une formation un peu militaire, disons, et donc effectivement, les messages doivent être militaires. Donc, on n'a pas fait l'objet de grande crise, mais par contre, on est, je pense, quand même rodé. Par contre, rodé pour la diffusion de l'alerte. On a vu la permanence, la diffusion de l'alerte. On n'a pas testé les choses. Comme je le disais, mais les choses sont là. C'est-à-dire que le social, il n'est pas organisé. Ça, je l'ai dit. On a commencé à organiser en 4 équipes en 2010, un peu jusqu'en 2012. Après, ça a été mis en sommeil pour des différentes raisons, départ du directeur et tout ça. Dès que quelqu'un s'en va, c'est difficile à supporter. Et là, sur l'aspect direction, on ne peut pas le faire à leur place quand même, quoi. Donc, bon. Donc, du coup, cette organisation qui doit être portée par les agents, c'est pas nous qui allons leur demander d'organiser leurs équipes en 4. Hein. Donc, c'est bien eux qui doivent le faire. Donc, ça doit être repris prochainement. Donc, formellement, on n'a pas testé. Alors, on a eu d'autres événements, hein, donc des accidents graves de cars ou de la route essentiellement, hein, donc, qui vont au-delà de la gestion routière classique, pour lequel les routes sont habituées, hein, nettoyer, mettre des panneaux et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a les notions d'alerte des élus ou d'information à la population ou aux médias. Donc ça, on l'a fait. Mais des crises ultra majeures comme ça, on l'a pas testé, puisque depuis 150 ans, on n'a pas eu cette crue dite centennale. Alors, je peux me permettre, vous avez eu en 2011 quand même un grand exercice, en 2010-2011 il me semblait, avec évacuation d'aval sur Orléans. Non, il était prévu, non, mais c'est 2010, oui. Mais c'est là où on a testé, l'armement de la fameuse salle polyvalente. Donc, oui, là, on avait tout le monde sur le pont. Oui. Mais depuis, ça fait quand même 5 ans. Et là, il devait y avoir un prochain exercice cette année, en 2015, sur l'inondation. Il n'a pas eu lieu. Peut-être qu'il aura lieu l'an prochain. Peut-être qu'on aura également une crise et une oreille, quoi. Madame, prenez le micro, s'il vous plaît, et présentez-vous. Béatrice Delalonde, je suis responsable de la prévention et gestion des risques pour la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Et moi, j'avais une question vraiment pratique. Vous avez parlé de votre livret qui peut se rapprocher de ce qu'on a chez nous, qui est un livre d'astreinte, tout simplement. Et j'ai noté que vous le mettiez, en fin de compte, à la disposition de l'ensemble des directeurs et pour tenir cette permanence, cette astreinte.
Chez nous, ce sont simplement les directeurs des services techniques. Ma question est, est-ce que vous l'avez étendu à l'ensemble des directeurs ? C'est-à-dire, est-ce que, je ne sais pas, moi chez vous, est-ce que le directeur petite enfance est aussi apte à tenir ses astreintes ? Ou est-ce que vous l'avez réduit voilà. Parce que c'est la question qu'on se pose. Eh bien, voilà, c'est bon. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le tableau en diagonale, c'est tous les directeurs. D'accord. C'est tous les directeurs, parce que la permanence des services opérationnels elle existait avant 2006. On avait déjà une permanence routière. Mais les routes réagissent en routier, c'est-à-dire en déviation, en action même. Bon, ils peuvent penser communication, mais ils vont pas penser transport scolaire, par exemple, ou transport interurbain. Peut-être certains quand même. Bon, mais c'est pas systématique. Je le sais puisque j'y étais aussi auparavant aux routes. Et donc on est dans notre monde. Chacun est dans sa chapelle en fait, c'est ça. Et donc oui, tous les directeurs, y compris, je parlais tout à l'heure de la conservation départementale ou de la bibliothèque ou des archives, ils sont dessus. Parce que ce qu'on leur demande, c'est pas de la gestion de crise, c'est de la transmission d'informations, hein, et il faut qu'ils soient sensibilisés, qu'on maintienne la pression sur cette sensibilisation, quoi. Moi, j'ai une question sur l'appropriation de ce document. Donc, on a vu qu'il était quand même assez important. Il a mis des années à se constituer. Donc, il constitue un volume sans doute très fort d'informations, etc. Comment avez-vous fait pour faire approprier ce document, en dehors des exercices, bien sûr, mais pour tous les agents auxquels il est destiné ? Alors, soyons clairs, hein, tous les agents ne connaissent pas ces documents-là. Hein. Donc, d'abord parce qu'ils n'y ont pas accès, et puis parce que tout le monde n'en a pas besoin. Donc, ceux qui doivent être le plus sensibilisés, ce sont les correspondants, à minima, et les directeurs. Hein. Mais les agents, ils doivent connaître leur vulnérabilité, hein, essentiellement. Et après, le jour J, ils doivent mettre en œuvre des actions qu'on va leur demander de mettre en œuvre. C'est-à-dire que les directeurs vont leur demander. Donc, ils n'ont pas besoin de connaître tous les plans. Et le fait, donc je vais essayer de préciser ma question, est-ce que le fait qu'ils ne connaissent pas ces plans, puisqu'on leur demande d'appliquer des consignes par les directeurs concernés, est-ce qu'ils y répondent favorablement ? Est-ce qu'il y a ce que je pourrais appeler une espèce d'engouement à appliquer ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une information préalable à transmettre à ces agents en leur disant, voilà, ça se met en place dans le cadre du PCA, on a prévu telle action, etc. Enfin, c'est une formation préalable, j'imaginais ça. Alors, comme je le disais, périodiquement, il faut retourner vers les agents. Hein. Donc, on y allait, nous, vers 2012. Là, il faut qu'on y retourne maintenant. Donc, 2011, il faut qu'on y retourne. Est-ce qu'il faut que les agents connaissent leur vulnérabilité ? C'est à minima la chose de base. Il faut qu'ils connaissent leur vulnérabilité. Après, le reste, non. Le reste, il faut qu'ils sachent qu'en cas de crise, il va se passer quelque chose. Et donc, ils sont sensibilisés. Je vous ai parlé des infos flash. Donc ils voient de temps en temps ça. Quand même. D'abord, ils reçoivent les infos flash de pollution, les infos flash, tout ce qui est alerte, on les répercute en infos flash. Hein. Donc déjà, cette notion de risque, l'info flash, c'est j'ai oublié de dire ce que c'était, c'est une page internet, mais qui est via la messagerie, qui est envoyée à tout le monde. Si on clique un info flash sur tous les agents, tout le monde va recevoir sur sa boîte de messagerie l'image et le truc. Alors en général, c'est très court, hein, donc ils sont déjà au courant de cette notion de risque. Et donc en cas de crise, ils auront des infos flash un peu plus costauds et ils sont déjà plus ou moins sensibilisés à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait ? Non, ils ne savent pas quoi. Et c'est un problème, c'est vrai que c'est difficile. Je le disais, je suis toujours surpris de voir des gens qui sont pourtant ultra vulnérables et qui ne le savent pas. Alors quand même, on en parle quand même dans les médias aussi. Les médias quand même font des efforts. L'État fait des efforts aussi. Il y a des plaquettes qui sont distribuées. Les maires font des efforts aussi. Et il y a toujours quand même un gap entre ce qui est fait
la connaissance, la perception que les gens en ont. Quelquefois même des élus, ils n'y croient pas trop. Merci. J'ai 3 questions. La première, vous avez indiqué qu'il est important d'identifier les agents clés et vous avez écrit les compétences personnelles. Alors dans les compétences personnelles, on avait du médecin, mais on avait aussi du secouriste. La question que je me pose, c'est est-ce que vous aviez déjà dans un référentiel et dans un système d'information RH ces compétences ou est-ce que vous avez dû en créer des supplémentaires? Parce que chez nous, clairement, médecin, on va l'identifier tout de suite ou infirmier. Le secouriste, pour moi, c'est une compétence personnelle qu'il faudra ajouter. Donc, comment vous l'avez implémenté soit dans un système d'information RH, soit est-ce que vous avez créé des tableaux Excel à côté, etc. Première question. La deuxième, vous avez parlé des modifications de temps de travail, un petit peu de la restauration, mais plutôt orientée usager que vos agents. Est-ce que vous avez dû mettre en place ou réfléchir à des questions pour vos agents de transport vers les sites et d'hébergement sur site? Et ma troisième question, le système d'info géographique, est-ce que vous l'utilisez uniquement en prévisionnel pour le plan de réaffectation ou est-ce que vous l'utilisez en conduite de crise d'un point de vue stratégique? Merci. Donc, la première question, c'était sur les compétences personnelles. Est-ce qu'on a mis dans la base RH? Donc, alors, on a effectivement modifié la base RH pour avoir des champs propres à la notion de risque. Donc, ces champs sont effectivement, à minima, secouristes, guides, serre-fil. En réalité, on voulait en mettre plus. Et ça ne s'est pas fait parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Alors, est-ce que c'est exploité ou pas? Personnellement, je ne le sais pas. Normalement, les responsables de site doivent pouvoir produire leur liste par site. Et ce que je vois sur le cloud, ça semble à peu près à jour. Donc, mais bon, il faudrait vérifier. Donc, en tout état de cause, effectivement, c'est quelque chose auquel il faut penser. Parce que si on a un guide ou un serre-fil ou un secouriste, c'est-à-dire qu'on a une compétence intéressante sur un site et que la personne est mutée dans un autre service ou dans une autre collectivité, il faut pouvoir rapidement le savoir. Donc il faut que la DRH puisse faire une extraction rapide de ces champs, de ces modifications. Donc ce qu'on envisageait, mais qui n'a pas été mis en place, c'est qu'au même titre qu'ils nous font une extraction des simples champs nom et adresse pour le traitement géographique, eh bien, on devait normalement, mais effectivement on ne l'a pas fait, mais c'est quand même ultra élémentaire à mettre en place, donc faire une extraction et puis qu'ils sortent ça par soit réparti par site, soit réparti par direction, à chaque, soit à une échéance donnée, c'est-à-dire tous les mois, tous les trimestres, pour que les responsables de site ou les directeurs donc, puissent être en action et prendre des mesures par rapport à telle ou telle personne qui serait partie. Nous, les seules listes, je veux dire, cellules de crise, cellules de gestion des risques, on ne gère finalement que les correspondants. Donc on les connaît quand même, quoi. On ne va pas plus dans le détail. Après, chacun est responsable. Hein. On part du principe qu'il faut responsabiliser les directeurs et la base. Et donc ce qui fait qu'à partir du moment où on lâche un peu le truc, on n'a plus la maîtrise sur tout. Ça veut dire qu'effectivement, je ne garantis pas que tout soit à jour au niveau des listes. Mais l'outil est là. Si on demande une extraction générale à la RH, elle le fera. La deuxième, c'était... Est-ce que vous aviez réfléchi pour vos agents sur la le restauration sur place, transport pour venir travailler ou de l'hébergement sur site? D'abord, la restauration dont je parlais tout à l'heure, ce n'était pas la restauration pour l'extérieur, enfin, excepté dans le cas du poste accidentel, mais je parlais bien de la restauration de notre petite cantine qu'on a à Châteaubriand, c'est-à-dire au sud, quoi, en fait. Hein.
En fait, on n'a qu'une seule cantine. Le reste, au nord, c'est un restaurant administratif qui est indépendant de nous. Donc c'était bien, avec le prestataire de restauration, qu'on a fait un PCA qui a changé entre-temps, et donc qu'on a refait un PCA. Sur le transport, c'est vrai qu'on n'y a pas réfléchi. Hein, donc il n'y a pas de réflexion sur une mise en commun de moyens dédiés pour amener tel ou tel groupe de personnes sur tel ou tel site. Il faudrait le faire en matière lors de la crise. Mais on ne peut pas tout anticiper non plus. Hein. Sachant que il y en a beaucoup qui peuvent dire, c'est ce que l'on dit en général, ouais, tout ça, ça sert à rien, ça ne se passe jamais comme ça. Et c'est vrai, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais n'empêche que les fondamentaux, ils sont là. C'est-à-dire qu'on a des seuils, des franchissements de seuils. On passe d'une phase verte à une phase jaune, d'une phase jaune à une phase orange. Il faut l'avoir en tête. Il faut savoir qu'est-ce qui se déclenche à chaque changement de seuil. Et après, si effectivement telle ou telle direction fait un peu différemment, eh bien, ma foi, elle prend ses responsabilités, puisque chacun est responsable. Nous, on fait de la transmission, de la gestion de crise. Transmission, on reçoit une information et on va la dispatcher avec de la prémouture, c'est-à-dire qu'on va leur dire, ben voilà, il faut que vous travaillez sur ceci, sur cela. Mais après, c'est les directeurs eux-mêmes qui doivent définir ce qu'ils doivent faire. Ça, dans tous les exercices, ça fonctionne assez bien, quoi. Vous voyez ? La troisième question était sur le système d'information géographique, si vous l'utilisez uniquement pour planifier un plan de réaffectation ou si vous l'utilisez aussi en conduite de crise d'un point de vue stratégique. Là, en conduite de crise, souvent, effectivement, on voit l'utilisation de SIG. On pourrait le faire, puisqu'en fait, on a prévu, on a un tableau blanc interactif qui nous permet, donc, dans la cellule de crise, on l'a fait pour s'amuser un peu, quoi. Donc, on peut projeter le SIG, mettre des informations en direct. Vous savez comment ça fonctionne, les tableaux blancs interactifs. Donc, on écrit virtuellement sur le mur et puis on a des choses qui apparaissent. Et comme on est en visioconférence, ben, tout le monde le reçoit. Ça, on l'a fait en exercice. Ça fonctionne. Donc, en gestion de crise, on pourrait le faire. Maintenant, est-ce qu'on l'a fait en réel? Non. Le SIG, on l'utilise essentiellement pour le volet routier, hein, il faut le dire, puisque c'est... et là, systématiquement, les routes, ça, elles sont rodées, que ça soit en période hivernale classique ou en accident ou en exercice, eh bien, ils produisent de la carto à la demande. Alors, en période hivernale, on a créé des pré-cartes avec des pré-zonages. Et donc, c'est pas de la gestion de crise à proprement dit, c'est de la transmission de gestion, c'est de l'information de l'usager au travers de la carto. La gestion de crise, c'est-à-dire utiliser de l'information géomatique pour une décision donnée, ça se fera le jour d'une crise majeure où, par exemple, on a prévu d'aller dans tel endroit et que cet endroit n'est pas disponible. À ce moment-là, on l'utilise. Mais il faut quand même avoir, en général, jusqu'à présent, qu'elles soient de petite ou de moyenne importance, puisqu'on n'a pas eu de majeure, eh bien, les plans existants permettent de gérer. Les plans existants, c'est-à-dire toutes les cartes qui existent pour faire face à telle ou telle situation. Mais en cas de crise majeure, c'est sûr qu'il y aurait d'improvisation. Et là, on serait bel et bien obligé d'utiliser le SIG en tant qu'outil de gestion de crise. Hein, et donc, d'où l'intérêt d'avoir quand même également un mec spécialisé, un agent spécialisé au SIG pour pouvoir répondre à telle ou telle demande. Parce que on peut faire du dessin sur du tableau blanc, on peut faire avec GeoLoiret, on peut dessiner des trucs élémentaires sur une carte, mais faire de l'analyse, on peut faire par exemple de l'analyse de trajet avec le SIG, le trajet optimisé. Bon, là par contre, il faut que ça soit le géomaticien qui le fasse, quoi. On a tous les outils. Hein. On peut faire de l'analyse linéaire, de l'analyse en hauteur.
Voilà. Avant de passer la parole à Morgane Lambourg, il me semble que nous avons une question depuis 3. Donc, Pascal Goujard, si vous souhaitez poser votre question. En parlant fort, alors. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vais essayer de poser la question. Effectivement, je vais déjà remercier l'intervenant sur la qualité de son intervention. Et vraiment, en vous écoutant, la facilité de transposer ce que vous exprimez dans nos fonctions. Alors, vous avez fait référence effectivement à un peu du contexte dans les conseils départementaux. Je connais très bien et je confirme bien effectivement que chacun reste un peu dans sa bulle. Et ma question, elle est en réaction avec l'exemple que vous avez cité, notamment sur les routes. Et ma question, elle porte sur le fait, est-ce que dans votre PCA, vous avez intégré le fait de l'interaction des services départementaux avec les services de l'État en phase de crise? Je pose cette question-là parce qu'en fin de compte, nous, au niveau de l'EPTB Seine-Grand-Lac, on a été mobilisés suite à la crue de mai 2013. Et dans les réflexions qui nous animent, puisque notre PCA est en cours d'achèvement, on voit bien que lorsque la crise va s'enclencher, il faut impérativement qu'on puisse être en mesure de gérer cette interaction, cette interface avec dans votre document, prévu un paragraphe spécifique, des dispositifs. Je vous prie de m'excuser, sur les modalités pratiques, c'est pas forcément très simple, mais excuse encore une nouvelle fois. Alors, l'interface avec les services de l'État. Bon, le département du Loiret présente une particularité, c'est que l'ensemble des routes ont été transférées au département, et donc les services de l'État, finalement, se sont reconcentrés sur tout ce qui est urbanisme, gestion de la Loire, et sont quand même en appui du préfet pour tout ce qui est gestion de crise et particulièrement gestion des transports. Alors se pose un cas spécifique qui peut peut-être se rencontrer ailleurs, chez nous, qui est la gestion, le plan de surveillance des levées. Les levées de la Loire, les digues, donc elles sont fragiles, je l'ai dit tout à l'heure, et il faut les surveiller. Avant le plan de surveillance des levées, il existe d'avant le transfert de compétences. Et le problème, c'est que il y a la plupart des agents qui avaient été formés au plan de surveillance des levées ont été transférés au département. C'est des agents routiers, en fait. Donc, actuellement, effectivement, notre position par rapport à l'État, c'est d'une part de participer au plus haut niveau, puisqu'en fait on a un représentant, ce qui n'est pas le cas dans tous les départements. On a toujours un représentant du département, un agent, donc au code. Et lors du tour de table, donc on travaille de connivence avec la DDT, mais les DDT, les gendarmes et les forces de l'ordre d'une manière générale, mais c'est nous qui intervenons sur nos propres actions auprès du directeur de cabinet ou du préfet. Donc on est en coordination, mais on est en vigilance aussi. Pourquoi ? Parce que il ne faudrait pas que nos agents soient réquisitionnés par le préfet pour faire de la surveillance de levée. Là, pour le coup, notre PCA, il tomberait d'emblée, en fait, quoi. Donc on est en grande collaboration avec l'État, mais on ne sait pas comment ça se passerait s'il y avait une crise majeure par rapport à cette surveillance des levées. Il y a eu l'idée de faire appel à une réserve communale, tout au moins départementale, mais pour l'instant, c'est quand même pas complètement réglé, quoi. Et pourtant, il faudrait bien les surveiller. On a pensé à des surveillances par drone ou autres, mais bon, pour l'instant, c'est quand même pas complètement adapté, puisque le principe de la surveillance de levée, c'est d'aller voir s'il y a une déformation en surface ou s'il y a des fissures qui apparaissent. On remarque si on constate une fissure, on a intérêt à s'en aller très rapidement. Mais c'est bel et bien pourtant ça le principe de la surveillance des levées, c'est que
Il y a des cantonnements qui sont faits. Hein. Chaque levée est sectionnée et chaque agent a une responsabilité de levée. Et donc, or, ces agents-là, ils ont été transférés. Donc, vous voyez, donc, collaboration, mais vigilance par rapport à cet aspect-là. Donc, il faut qu'on ait nos moyens pour pouvoir, à minima, faire ceux sur lesquels on est en responsabilité, c'est-à-dire actuellement les routes et les autres qui rentrent, compétences qui rentrent dans le cadre de la loi NOTRe. Morgane Lambourg. Morgane Lambourg de l'EPTB en Tantoisaine. Moi j'avais 3 questions. La première, c'est au vu de la grandeur du lit majeur, surtout à cet endroit-là, je suppose qu'il va y avoir des défaillances de réseau. Alors, au niveau des défaillances de réseau, c'était surtout au niveau du réseau télécommunication, parce que je vois que vous utilisez quand même pas mal Internet, le cloud, etc. pour gérer la pré-crise ou la crise. Est-ce que vous avez conscience au niveau de votre patrimoine de l'interaction justement d'une défaillance de réseau avec votre patrimoine? Alors, heureusement qu'on a conscience. Sinon, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la continuité d'activité. Donc, sur Orléans, il faut savoir que l'État a mis en place une démarche collaborative avec l'ensemble des services concernés pour définir un plan d'évacuation de la zone orléanaise, de l'agglomération, qui est abouti. Il a été abouti en 2012, qui est différent des plans d'urbanisme. C'est un plan d'évacuation. Dans le cadre des groupes de travail, les gestionnaires de réseau ont été amenés à réfléchir. Hein, et c'est un plan opérationnel. Hein. Il y a d'autres plans qui existent, mais qui restent quand même à l'état un peu de principe. Hein, bon. Est-ce que, donc, les gestionnaires de réseau, dans un premier temps, chez nous, ils sont sensibilisés, ils prendraient bien les bonnes mesures. Est-ce que notre réseau est sensible? Il est sensible à quoi? D'abord, il n'est pas sensible, Internet n'est pas sensible à l'inondation, contrairement à ce que l'on pense. Internet, il est multiconnecté, donc on aura toujours l'Internet. Par contre, si on n'a pas d'électricité, on ne pourra pas y accéder. Voilà. Et si on est en 3G, si on n'a pas de réseau, on ne pourrait pas y accéder non plus. Mais on ne pense pas que ce soit si... on n'a pas été confronté, hein, mais on ne pense pas que ce soit si fragile sur le plan de la connexion. Parce que si on a une fibre, par exemple, qui est sous l'eau, on aura probablement un autre réseau qui prendra le relais ailleurs. Parce que c'est multiconnecté. Hein, donc voilà. Par contre, si on n'a plus d'électricité, c'est foutu, hein, ça c'est sûr. Si on a nos serveurs qui sont grillés pour une raison ou pour une autre, non, il n'y a pas de problème non plus, puisque le cloud dont je parle, il n'est pas sur des serveurs départementaux. Hein. Il est, je ne sais pas s'il n'est pas du côté de Strasbourg par là, ou il est éclaté sur plusieurs serveurs ailleurs, en fait. Ça serait sur nos propres serveurs, c'est vrai que même avec des procédures de sauvegarde, de duplication, de redondance et tout, comme dans tout plan de sauvegarde informatique, il y aurait des risques d'avoir tout planté. Là, on est sur de l'extérieur. Donc, le seul problème, c'est l'accès à l'énergie, quoi. Juste pour rejoindre ce que tu disais là, en fait, en Ile-de-France, on a un vrai problème qui est lié au fait que tous les réseaux sont enterrés et que très rapidement, on n'a plus d'électricité, voire même avant l'arrivée de l'eau. Donc, j'imagine que c'était le sens aussi de ta question et que du fonctionnement des réseaux, dépend notamment la capacité de RDF à maintenir et il ne sera pas en mesure de... Alors, deuxième question, là c'est au sujet plutôt des partenariats avec d'autres collectivités ou des prestataires extérieurs, même un conventionnement avec ces structures-là. Par exemple, au niveau de tout ce qui est établissement d'accueil, autre que ceux du Conseil général, par exemple une salle des fêtes de mairie, ou alors le partenariat avec des prestataires, par exemple tout ce qui est entreprise
de restauration extérieure que vous utilisez par exemple pour les cantines scolaires. Est-ce que vous avez pensé justement à mettre ça en place? Est-ce que c'est le cas et est-ce que vous avez déjà des retours justement là-dessus? La théorie, c'est que... Théorie, c'est écrit dans les bouquins, parce que ce qui est écrit est la réalité. Un PCA, effectivement, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit lui-même interconnecté avec d'autres PCA. Donc il faut que chacun ait son PCA. En fait, tous les prestataires extérieurs, tous ceux dont on dépend, doivent avoir des PCA. Est-ce qu'on les a? Non. Je le dis d'emblée. Parce que on ne peut pas être sur tous les fronts. Il faut donc viser les PCA, les prestataires les plus sensibles. On vise la restauration, on vise la maison de l'enfance. Voilà. On vise la restauration, on vise la maison de l'enfance, enfin les prestataires de maison de l'enfance. Donc là où on a vraiment des responsabilités qui sont engagées pour le président du conseil départemental. Et donc voilà, maintenant après, il y a de multiples autres prestataires qui n'ont pas de PCA. Même parmi les maisons de l'enfance, pas notre maison d'enfance, mais toutes les maisons d'accueil de petite enfance, quoi, si on veut. On avait, si vous voulez, au départ, on y est parti dans cette logique-là. Mais très rapidement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. On était parti sur des PCA, des maisons d'éducation, des PCA améliorés de toutes les maisons de retraite. Les maisons de retraite, elles ont ce qu'on appelle des plans bleus. Sauf que le plan bleu, il fait essentiellement un volet sanitaire. C'est déjà un minima, mais déjà quand on voit la qualité des plans bleus, il y en a qui sont parfaits, il y en a qui ça tient en 2 pages. Donc déjà, il faudrait améliorer les plans bleus. Du plan bleu, il faut passer au PCA. C'est-à-dire que chacun dans la maison de retraite connaisse sa vulnérabilité et sache tout faire. Donc, très rapidement, on a une volonté, on va en avant, et puis après, avec le temps, on s'essouffle, et donc on revient. Donc ce qui fait que on n'est pas sur tous les fronts. Troisième et dernière question, justement, quand vous parlez de la petite enfance, c'est lié un petit peu à ça. Tout à l'heure, vous disiez que les collèges étaient surtout zone d'hébergement et d'accueil de sinistrés. Je voulais savoir justement au niveau, donc il y a le niveau de la crise qui va durer quelques jours, mais après de la pré-crise, qui va durer peut-être plusieurs semaines. Comment vous allez accueillir les enfants dans ces écoles, soit dans la zone inondable et même hors de la zone inondable, vu que ces collèges-là vont être hébergements en fait? Effectivement, mais ça ne se pose pas que pour les collèges, ça se pose pour tout. Et d'où l'intérêt du plan d'évacuation. Parce que quand je dis plan d'évacuation, il faut effectivement gérer l'évacuation, mais il faut gérer le post-accidentel. Et ça, il y a très très peu d'agglomérations qui ont réfléchi à cette problématique. La problématique, c'est que chaque commune du plan, ou de la zone, doit avoir une commune de repli, doit elle-même avoir défini des sites de repli. Et donc c'est un truc monumental où là, finalement, nous-mêmes, on n'est qu'un petit maillon dans tout ça, quoi, en fait, quoi. Et là, le grand pilote, c'est l'État, quand même, quoi. Donc, alors, effectivement, on n'a pas tout, quoi. Mais à partir du moment où il y en a plusieurs qui travaillent dans le même sens, normalement, tout ça, ça devrait se mettre en musique lors d'une vraie crise. On peut espérer. De la même manière que les actions de solidarité, bon, je parle d'aide à la population, mais on sait très bien qu'il y aurait pas mal d'actions de solidarité qui seraient soit à l'initiative de la population, soit directement menées par les collectivités. Yann Raguenet, et puis on passera à la dame du Val-de-Marne. La dame du Val-de-Marne. J'avais une question sur la réaffectation justement des emplois, des agents. Et justement, avec ces idées de solidarité, j'ai bien vu que les directeurs réaffectaient leurs agents. Mais peut-être qu'il y a certaines directions dont les missions ne sont plus du tout prioritaires. Et dans ce cas-là, qui récupère ces agents qui n'ont plus de mission prioritaire pour les réaffecter dans d'autres directions qui, eux, voient notamment en termes de solidarité leurs besoins augmenter.
Et puis j'ai une deuxième question plus sur la notion d'exercice. Il y a ces grands exercices, peut-être menés parfois à l'échelle de la préfecture. Est-ce que vous essayez de mettre en place des exercices à plus petite échelle, peut-être même à l'échelle d'une direction, pour tester des sous-parties de vos plans? Donc l'exercice, la première partie, c'était la réaffectation. Alors, que les choses soient claires, hein, je vous ai défini les principes de la réaffectation, les outils que l'on a, on saurait faire de la réaffectation, mais la réaffectation, elle dépend vraiment de la crise. Donc on ne peut pas aller trop dans le détail de la réaffectation. Donc c'est le jour venu, en fonction de l'événement, qu'on va définir les choses. Donc on n'a pas une expérience plus qui va au-delà de ce fichier. La notion par exemple d'une bourse de la réaffectation où chacun annonce mon directeur m'a autorisé à être disponible sur le marché des agents réaffectés, et je suis dans un autre directeur qui dit j'ai besoin de compléter. Effectivement, après il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser. Hein. Donc les agents qui sont en volant de manœuvre, est-ce qu'on les réaffecte dans d'autres directions? Est-ce qu'on les réaffecte, on propose aux maires d'intervenir sur le terrain à l'endroit de la commune où ils habitent, par exemple, hein? Mais ça, on n'y est pas allé. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, ça dépend, je le dis tout à l'heure, ça dépend de la crise. Et puis après, il faut aller plus en détail avec les agents. Si on veut aller vers les maires, il faut que les maires soient au courant donc de notre démarche. Et souvent, ils sont à 1000 lieues. Donc même avec les démarches de plan d'évacuation qui ont été faites, qui ont mobilisé tous les maires dans des groupes de travail et tout ça, qui sont sensibilisés à la problématique, malgré tout, ces plans d'évacuation ne sont pas allés jusqu'à ces niveaux-là, de dire, ben voilà, il y a des agents qui vont venir de telle direction du conseil départemental ou de telle autre collectivité qui vont pouvoir faire ceci ou cela. On n'est pas allé dans ce niveau de détail. Et puis, ça dépend des besoins. Parce que une direction, tout dépend des priorités. Si une direction peut avoir des besoins prioritaires en matière de secrétariat, mais elle peut avoir des besoins prioritaires dans un domaine spécifique, on ne peut pas non plus mettre n'importe qui sur des tâches qui nécessitent une compétence particulière, quoi. Donc on n'est pas allé, on sait à peu près qui serait dans les équipes de volant de manœuvre, mais qu'est-ce qu'elle ferait, on ne sait pas. Et donc, et comme je le disais, hein, on ne peut pas tout écrire dans les plans parce que ça serait une gageure de vouloir croire qu'on peut tout anticiper. L'autre question, c'est... Sur la fréquence des exercices. Alors, la fréquence des exercices, non. On ne fait que les exercices de la préfecture, ce qui est déjà pas mal, parce que ce qu'il faut savoir, que l'exercice de la préfecture, c'est pas ce que vous imaginez. C'est-à-dire que la préfecture, on pourrait mobiliser que nos agents par rapport à ce que l'on reçoit. Des exercices de la préfecture, on rajoute chez nous des objectifs attendus. Hein, et par rapport aux directions, donc, en général, c'est toujours la même chose. Hein, gestion de l'alerte et mode de réaction des collectivités. Donc, mais voilà. La seule chose complémentaire qu'on a fait qui n'est pas... mais qui n'est pas dans les exercices du département, c'est un exercice qu'on a fait avec une commune. Mais là, ce n'était pas nos plans qu'on avait testés, c'était son PCS. Donc voilà, donc on a une expérience côté communal et c'est quand même assez intéressant aussi. Alors, Madame Bocquet, du conseil départemental du Val-de-Marne. Merci de votre exposé très clair. J'ai deux questions. Une question sur les agents, puisque nous, on est en démarche, la collectivité est en démarche de plan de continuité d'activité, on envisage d'intégrer le plan de continuité des activités dans le plan de formation triennal, de façon à différents niveaux, en ciblant la direction générale, les directeurs, les référents que vous appelez les correspondants et les agents. La question que j'ai, est-ce que votre plan de continuité d'activité a été présenté aux agents dans le cadre des instances? Quelle réaction?
notamment en cas de crise, puisque c'est des questions qui se posent, le cadre de travail. Sur la réaffectation des agents, nous on sait, on a géolocalisé en anonymisant en fonction du niveau de l'eau. Si on aura 20% d'agents qui seraient inondés chez eux, crue 1910. Et la deuxième question, c'est très intéressant, vous avez donc anticipé les établissements où vous risquez d'être réquisitionnés par l'État pour héberger des gens sur des collèges, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu une discussion avec l'Éducation nationale? Oui, bien sûr, il y a des conventionnements. Donc pour... Oui. Et voilà. Pour ce qui est du plan de formation, pour les instances, bien entendu, le plan doit passer en CHS, CT. Et donc... Non. Attends, si, il me semble que si, ouais. Mais il est passé au début, en 2010. Et il y a eu pas mal d'observations et donc des ajustements qui ont été faits par rapport à certains aspects. Depuis, ma foi, on actualise un peu. Alors, il faudrait probablement qu'on repasse. Hein, donc on est repassé en session pour représenter tout le dispositif récemment. Mais en instance, c'est les premiers plans qui ont été validés. Les nouveaux, on considère que c'est que de l'actualisation. Les grands principes ont été... tout ce qui touche organisation du travail, on n'y revient pas. Ça a été validé une fois pour toutes. Surtout que c'est les RH qui ont... Enfin, chaque direction dans son service, et l'organisation du travail, c'est les RH essentiellement qui l'a rédigé, qui est resté à des niveaux quand même un peu... suffisamment généraux pour ne pas trop s'engager, et donc on n'a pas à y toucher, quoi, en fait, quoi. Nous, ce qu'on actualise, c'est les aléas, la vulnérabilité, et surtout les fiches réflexes. Le dialogue avec les organisations syndicales s'est passé comment? Bien, bizarrement, ouais. Si je peux juste compléter l'intervention de Madame Bocquet, nous justement on est confrontés au même problème sur la question des agents qui ne seraient pas nécessaires à la continuité d'activité. Quel va finalement être leur statut? Parce que nous on est sur une crise qui peut durer plusieurs mois. Est-ce qu'on les met en congé? Est-ce qu'il y a une notion de chômage technique dans la fonction publique? Est-ce qu'il y a un autre statut qui permet de maintenir ces agents-là, puisqu'on sera le site là, ce site-ci aujourd'hui est en zone inondable, comment et quel est le statut finalement de ces agents qu'on peut nous inscrire dans notre plan et qui doit justement être validé par les instances, qu'elles soient syndicales ou le CHSCT? Alors, effectivement, au début, on avait voulu aller un peu dans le détail de ça, y compris pour le télétravail aussi. Et puis, in fine, finalement, la direction des ressources humaines a édulcoré le tout. Et donc, on n'a pas de... Il y a un certain flou, effectivement, sur le statut des agents. Ils n'ont pas voulu s'engager sur des écritures qui auraient pu être considérées comme dérogatoires au droit du travail. Donc non, on n'a pas statué là-dessus. Juste pour finir par rapport à ça, on a posé la question à l'État, parce que nous, les RH, sont persuadés que, sachant que ça va concerner des millions de personnes, il y aura des directives au niveau de l'État qui s'appliqueront à tout le monde. Et quand on interroge l'État nous dit pas du tout. Voyez vous-même vos procédures. N'attendez pas en tout cas des ministres qui lancent des directives qui s'appliqueront à tout le monde. Enfin, pour l'instant, le niveau d'information que nous, on a. Enfin, ce que je sais là actuellement au niveau de la préfecture nous demande, comme elle doit demander aux communes, par exemple la liste des professionnels médicaux et paramédicaux. C'est des professions qui risquent d'être réquisitionnées en cas de crise majeure. On l'avait déjà vu, nous, sur l'épisode H1N1, où nos médecins de PMI avaient été fortement conviés à participer au centre de vaccination. Donc, il y a un certain nombre de choses. Sur les agents,
Merci. Les questions que nous, on est en train de se poser, le télétravail, quelle architecture, parce que ça coûte cher aussi, faire du télétravail, combien ça va coûter avec les logiciels métiers pour 500 000 agents. Les questions de poste de travail, est-ce que l'agent va travailler sur son poste personnel? Est-ce qu'il faut l'équiper? C'est toutes ces questions-là. Puis après, il y aura des... Et en même temps, on sait que le Val-de-Marne va être sur l'inondation séparé en 3 îlots. Donc on essaye de travailler sur des bases-vie opérationnelles et administratives qui seraient des collèges. 3 bases-vie où les agents qui habitent cette zone-là se présenteraient et on pourrait les réaffecter autant que faire se peut dans des tâches sur la zone qui n'est pas inondée. Marion Covin. Oui, Marion Covin de l'EPTB Seine-Grand Lac. Moi j'ai une question concernant la sensibilisation. Vous parlez beaucoup de sensibilisation en interne finalement des agents départementaux. Est-ce que le fait d'avoir réalisé un PCA, ça fait émerger de nouvelles idées pour sensibiliser aussi en externe la population ou les usagers de certains services départementaux? Vis-à-vis de l'extérieur, non, je ne pense pas. Il y a eu d'autres démarches de sensibilisation que celles menées par l'État dont je parlais, qui sont les plans d'évacuation, où parallèlement il y a eu 2 grandes études qui ont été faites, études des Val-Orléanais qui ont un peu anticipé tout ce qui était PPRI et autres directives inondation, et études des Val-du-Génois, où là, la population était associée donc dans les groupes de travail et sur la connaissance et tout. Mais nous, département, on n'est pas allé vers la population jusqu'à présent. On n'était pas légitimé non plus pour, complètement. Puis on avait déjà suffisamment à faire avec nos agents. Et quant à la sensibilisation en interne, je le dis, c'est le cœur du sujet, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de turnover, en fait. Et donc... nous-mêmes, malgré tout ce que l'on fait, je pense qu'on n'est pas assez performant. Parce qu'en fait, il faudrait y consacrer encore plus de temps. Mais on ne peut pas être à la fois sur du plan, sur de l'animation et puis sur de la sensibilisation. Moi, j'ai une autre question sur la question de la post-crise dont vous avez parlé, notamment sur le temps d'indisponibilité des bâtiments. Alors, on sait que nous, les retours d'expérience qu'on a sur l'indisponibilité des bâtiments une fois que l'eau est partie ont été testés notamment sur le dans le Loiret, notamment, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous avez participé à cela? Parce qu'on parle de temps de retour à la normale qui s'échelonne parfois entre 9 et 18 mois selon les bâtiments. Est-ce que sur quelles hypothèses vous êtes parti sur l'indisponibilité des bâtiments qui seraient directement impactés par l'eau? Alors, on n'a pas travaillé avec le CEPRI directement, on n'était pas associés. Bon, le CEPRI, dans le bâtiment où on était jusqu'à présent, il était à l'étage du dessus. Donc on les connaît, on les voyait régulièrement. Mais chacun est quand même autonome. C'est une association, nous on est département. Et donc sur le sujet, on a travaillé avec, sur les PCA. Ils ont sorti un document sur un guide pour la rédaction de PCA. Mais sur le post-accidentel et la gestion des déchets aussi, par exemple, eh bien non. Ils ont travaillé essentiellement avec la ville d'Orléans et l'AGLO. Donc je ne peux pas en dire plus. Vos hypothèses de retour à la normale au niveau des bâtiments, est-ce que vous savez que ça va se compter en, je sais pas moi, un trimestre, un semestre, une année? Est-ce que vous avez fait des projections sur le temps nécessaire pour nettoyer les bâtiments, changer tout ce qui est second œuvre, câblage, etc., pour que le bâtiment revienne à un état de fonctionnement, je veux dire, nominal? Le bâtiment, c'est pour ça que je vous ai présenté tout à l'heure l'image, c'est le plus impacté, c'est celui, l'UTS Sud, là. On considère que lui, de toute façon, on ne réaffectera pas les agents dedans. Donc il est trop ancien, ça coûterait trop cher de reconstruire quelque chose, donc ils seront réaffectés ailleurs. Et d'ailleurs, il y a des réflexions pour transférer d'ores et déjà, avant que la crise arrive,
les agents vers un site qui soit pas inondable. Donc, mais sinon l'hypothèse est l'hypothèse habituelle, c'est plusieurs mois, effectivement, plusieurs mois. Est-ce qu'on a épuisé le quota de questions ou bien est-ce que vous êtes encore inspiré par Emmanuel Lucas? Oui, quand on est une commune, qu'on n'a pas de SIG, c'est grave ou c'est pas grave? Grave, docteur. Une commune, elle n'a pas besoin d'un SIG, elle a besoin d'un PCS, un document, plan communal de sauvegarde, dans lequel on retrouve à peu près la même chose qu'un PCA. L'idéal, ce serait qu'elle ait un PCA. PCA, on rajoute à un PCS la vulnérabilité des agents de la commune. Parce que souvent, on oublie un peu. Et donc non, si son PCS est bien fait, il doit y avoir la cartographie à l'intérieur, il doit y avoir les fiches réflexes qui vont avec. Bien entendu, ça va mieux en ayant un SIG, et là ça fait un peu le pont avec ce qu'on veut faire pour les communes, et donc je peux éventuellement vous présenter en une ou deux diapos, hein, parce que d'abord ça n'existe pas. Mais on a effectivement un peu votre approche. Cette question, on se l'est posée, hein, parce qu'on intervient déjà depuis plusieurs années auprès des communes. Autant les grandes communes comme Orléans, l'Aglo, ou d'autres, sont armées, bien entendu. Elles ont des PCS béton qui sont presque plus gros que notre PCA, quoi, en fait, quoi, hein. Donc, où tout est écrit. Hein. Mais autant les petites communes ou moyennes, eh bien, c'est déjà plus compliqué. Et puis surtout, ils sont tous obsolètes. Donc, l'idée qu'on a eue, à partir du moment où on a, nous, une compétence, on a des outils, eh bien on dit on peut les mettre à disposition, puisqu'on met à jour toutes les bases, tous les plans de l'État, on les récupère systématiquement, eh bien on peut faire en sorte que les communes puissent avoir accès à ces informations. Et donc l'idée c'est ça. En fait, je crois qu'on n'a pas assez mis en avant le rôle que le conseil départemental du Loiret jouait à l'interface entre l'État et les communes. Là, oui. On sent bien que vous mettez de l'huile dans les rouages, vous, sur cette question-là, alors que vous n'avez pas de compétences, normalement, obligatoire, j'entends, pour le faire. Là, effectivement, je n'ai pas fait que du PCA parce que c'était l'objet. Mais intervenir pour le compte des communes, déjà, on intervenait déjà pour le compte des communes, on réalisait... à côté de la DDT, hein, un appui pour les communes, pour la réalisation de PCS. Donc c'est un sujet qu'on connaît bien. En particulier, la troisième personne, qui n'est plus là maintenant, était entièrement dédiée à ça. Il faisait du PCS et du plan Loire. Et donc du coup, on s'était dit, quand même, il faut aller vers... il faut encore faire plus pour les communes, parce que elles n'ont pas toutes les moyens, et surtout, elles ont tous des documents qui sont donc périmés, et alors qu'elles ont des obligations et des responsabilités personnelles. Le maire est responsable à la fois d'une information vers ses habitants, et surtout, ma foi, de la mise en sécurité des habitants au travers d'une bonne gestion de crise. Et pour bien gérer la crise, il faut avoir un PCS actualisé. Pour bien informer les habitants, il faut y aller régulièrement vers les habitants, avoir un bon DICRIM actualisé. Et quand vous voyez l'état des DICRIM de certaines communes, hein, encore une fois, je ne dis pas les grandes, hein, mais les petites communes, ça fait quand même un peu peur, quoi. Et donc, alors que c'est des obligations avec des engagements personnels de l'État, du maire. Donc voilà. Donc l'idée, c'était... d'ailleurs, on reprend un peu ce que je viens de vous dire. Les obligations du maire en prévention et gestion des risques. Urbanisme. Il se doit théoriquement d'appliquer les règles en matière d'urbanisme, en matière de gestion de risque, les règles d'urbanisme en matière de gestion de risque. Il se doit de répercuter dans son flux les servitudes et autres prescriptions qui s'imposent à partir des plans des PPR, qu'ils soient naturels ou technologiques.
il doit protéger ses habitants contre les risques avec sa fameuse loi GEMAPI qui confère aux communes et aux intercommunalités des obligations nouvelles, des compétences nouvelles et obligations nouvelles, donc avec la possibilité, comme vous le savez, de prélever une taxe nouvelle pour financer cela, mais ça sera difficile. Ils ont l'obligation de planification des secours. Ils ont, dans cette planification, pour laquelle le maire est directeur des opérations de secours quand la crise ne dépasse pas son territoire, eh bien, il est responsable personnellement sur cette affaire. Et s'il ne fait pas bien les choses, on sait ce qui peut se passer. Donc le PCS est obligatoire quand il y a un PPRN et il doit être actualisé. Et l'information préventive, parce que le retour d'expérience aussi, il doit le prendre en compte. Donc tout ça, on s'est dit, eh bien, on peut le faire au travers d'un portail. Donc le constat, je vous l'ai dit, tous les PCS sont obsolètes. Les modalités d'alerte doivent être améliorées. La coordination de crise doit être améliorée. Les maires sont souvent isolés. Ils ont peu d'informations. Ils disent toujours qu'ils ont l'information très longtemps après. Le code, ça ne descend pas toujours. Le PCO, ils ont des représentants au PCO qui font plus ou moins bien leur boulot. Ils comprennent plus ou moins bien ce qui se passe. Donc, voilà. Et le niveau intercommunalité doit être pris en compte, à la fois dans la mise en commun de moyens et tout ça. Donc l'idée, c'était de faire un portail. Alors il n'y a qu'une diapositive, mais en réalité, le cahier des charges est fait. L'idée, c'est de recourir à un prestataire qui nous aurait fait un site spécialisé, dédié à la gestion de risques, qui aurait fait, alors je vous le dis d'emblée, ça n'existe pas actuellement, il y a tout un tas de risques de portail. L'État, si vous allez sur prime.gouv.fr, vous avez déjà tout un tas d'informations sur les risques, vous les trouvez. Mais vous n'avez pas d'informations dédiées à la gestion de risques au niveau local. Vous allez nous faire une excellente transition avec l'exposé de cet après-midi. Sachant que, je vous signale juste, on va essayer de clôturer dans les 10 minutes qui viennent pour avoir un temps de repas qui poursuivra les échanges autour de l'assiette. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a toutes les notions d'aléa en couche sur le SIG, qui est le cœur du système, on dit, c'est très facile de rédiger des fiches réflexes génériques. Étant entendu qu'un PCS, il est quand même dédié à chaque commune. L'organisation propre de la commune, c'est pas le site internet qui va le faire. Par contre, tout ce qui est vulnérabilité de la commune, fonctionnement donc de la crise, enfin de l'aléa, impact de l'aléa et fonctionnement par rapport à mode d'inondation, en gros, la gestion des seuils en cas de changement de crise, tout ça, ça peut être généré automatiquement à partir d'une batterie quand même de modèles qui s'interfaceraient. Donc on aurait un outil qui ferait à la fois de l'information pour les habitants, qui ferait pour les communes qui seraient partie prenante, qui aurait un cœur de PCS fait, après libre à eux de rajouter l'organisation humaine, physique, quels sont les sites déportés, quelle est l'organisation du PCC, pour ceux qui connaissent, et adapter les fiches réflexes génériques au truc, parce que comme par exemple, telle commune, il peut y avoir des remontées de nappe à partir de tel niveau, telle autre, elle ne sera pas concernée. Donc il y a quand même des ajustements sur les fiches génériques. Donc tout ça, ça peut être fait très facilement par Internet, en donnant la main à un truc, ou nous qui prenons un truc, information des habitants, et en plus, on fournirait 2 outils de crise importants, qui sont la main courante, et la gestion d'alerte. La gestion d'alerte, alors on n'est pas les premiers à le faire, il y a déjà des communes qui l'ont fait, Antibes dans le sud, Saint-Étienne a fait un décrime interactif qui est bien, mais qui n'a pas de gestion d'alerte. Bon, il y a différentes communes qui ont fait de la gestion d'alerte, mais chacun fait des bribes de choses qui fonctionnent sur son territoire, mais du macro-territoire comme ça n'existe pas. Donc, cette idée-là, c'était bien. Et même Orléans, même l'Agglo serait intéressé par un tel système. Il ne s'agirait pas de mettre en ligne leur PCC, parce que PCS, je veux dire, parce que c'est un truc monumental, et nous, nos fiches génériques, elles sont quand même adaptées à des petites communes ou des moyennes communes. Mais par contre, eux, pourquoi ils sont intéressés, c'est de savoir
ce que font chacune des communes de l'agglo. Parce que dans tout le bazar environnant, donc tout le monde prend des actions, ça va dans tous les sens et tout. Et finalement, même en préfecture, c'est très difficile. Or, si on a une main courante commune, un peu du style de la main courante synergie pour ceux qui connaissent de l'État, c'est un peu le même principe, eh bien, on aurait certains éléments d'information, enfin la plupart, qui restent au niveau de la commune, mais certaines pourraient être remontées d'un cran et l'interco pourrait voir ce que fait la commune. Et même avec des mains courantes, des briques de mains courantes assez classiques, on doit pouvoir faire ce genre de choses, ça ne doit pas coûter une fortune. Et donc, a priori, toutes les briques existent sur le marché. Simplement, il faut mettre de l'huile de coude dans ça. Et donc, voilà. Après, il y avait une autre chose. Où en est le projet? Il est bloqué. Voilà, parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais faut-il encore être légitime. Et donc, là, actuellement, on est en démarche avec les intercos, voire d'autres départements, les départements limitrophes. En fait, on a commencé les intercos, mais en fait, après, on est passé avec les départements. Donc, on veut d'abord conventionner avec nos départements de la région centre, Indre-et-Loire et autres, l'Indre-et-Loire est particulièrement avancé en la matière, pour aller vers ce genre de choses. Et après, les intercos, normalement, puisqu'ils vont avoir la loi GEMAPI, ils vont avoir la compétence obligatoire. C'est quelque chose qui devrait les intéresser. Et donc, bien entendu, après, il reste la modalité. Ça peut être qu'au travers d'un établissement, d'une agence ou de quelque chose de formaté, sur lequel on pourrait faire mise à disposition de cet outil, étant entendu qu'en plus de cet outil, il faudrait apporter de l'ingénierie aux communes pour faire ce dont je parle, qui n'est pas fait par l'outil, c'est-à-dire ce qui est spécifique à la commune. Donc là, cette ingénierie, elle peut être faite par du particulier, par le privé, ou par nous au travers d'agence départementale. Mais écoutez, merci beaucoup. Et c'est vraiment une excellente transition avec l'après-midi, parce que autant là, on ne va pas parler d'un grand cours d'eau cet après-midi, mais quand même qui est un affluent de la Seine, l'Yerre, sur lequel agit un opérateur unique, puisque le syndicat de bassin versant travaille, et justement dans le cadre de la loi NOTRe, sont renforcés les établissements de ce type et qui peuvent porter de nouvelles initiatives. Et c'est ce que nous verrons cet après-midi avec les collègues du siège. Donc, écoutez, Monsieur Le Rouxel, merci. Une petite diapo simplement. Ah ben je vous en prie. Parce que le temps tourne et il faut vraiment c'est qu'on aille manger. C'est pour montrer, pour ceux qui connaissent le SIG et tout, pour montrer ce vers quoi on peut aller, ce que l'on a fait, en fait, qu'on a mis à disposition du SDIS sur Google Earth. On a un outil qui a tourné un certain temps et qui, à partir, en croisant les données de population fournies par l'INSEE, en croisant avec les données géomatiques, on a une projection en 3D. Alors là, on aurait une connexion, je vous montrerai, on peut faire de la 3D, se balader. Donc on a une projection donc en 3D, bien entendu synthétique, c'est-à-dire c'est une projection verticale du bâtiment. Et ça, on a à la fois la hauteur du bâtiment, que vous voyez ici, ces informations, pour un bâtiment donné qui est ici en bleu, la hauteur et la population à évacuer. Et ça, que ce soit pour l'inondation ou pour simplement définir une hauteur d'échelle, c'est énorme pour le SDIS. Et ça peut être fait... Alors, on l'a fait, et après, l'État a produit une méthode. Donc, il y a un guide sur Internet qu'on trouve sur comment faire ce genre de choses. Et ça se rapproche à peu près c'est la méthode qu'on a utilisée, quoi. Très bien. On en a terminé pour cette matinée. Vraiment, je tenais à vous remercier de votre contribution et des échanges que nous avons pu avoir sur cette thématique-là. Donc, je vous invite à vous regrouper dans l'espace à la sortie de la porte là, pour qu'on puisse aller déjeuner. Et on rattaquera cet après-midi à 14h.